Welcome to Debate. Aujourd'hui, pour notre analyse croisée, on s'attaque à un vrai monument. Un film qui, plus de 30 ans après sa sortie, continue vraiment de fasciner et surtout de diviser le monde académique et culturel. Oui, un thriller qui a marqué toute une génération. Absolument. Je parle bien sûr de Basic Instinct, le fameux thriller néo-noir réalisé par Paul Verhoeven en 1992, à partir de ce scénario vendu pour la somme record de 3 millions de dollars par Joe Terras. Notre confrontation d'idées aujourd'hui va s'articuler autour d'une question centrale. Le personnage de Catherine Tramell, brillamment interprété par Sharon Stone, représente-t-il une icône de l'émancipation féministe qui renverse les codes patriarcaux de son époque ? Ou bien, et c'est là toute la question, à l'inverse, ce personnage est-il le pur produit d'une misogynie systémique, une image directement issue du fameux backlash, ce retour de bâton conservateur des années 80 et 90 contre l'indépendance des femmes? C'est exactement ça. Dans notre échange d'aujourd'hui, je défendrai l'idée que Catherine Tramell est une figure d'autonomisation radicale. Elle manipule délibérément, et je dirais même qu'elle détruit, les structures de pouvoir masculines. Et de mon côté, je soutiendrai la perspective inverse. Si on regarde l'œuvre dans son contexte de production stricte, le personnage de Catherine Tramell m'apparaît avant tout comme une marchandisation de la féminité. C'est une construction narrative qui, sous couvert de libération, pathologise l'indépendance des femmes pour satisfaire les angoisses d'un public masculin en pleine crise. Très bien. Pour bien poser le cadre de ma position, je pense qu'il faut d'abord regarder ce que t'est le cinéma hollywoodien à ce moment précis. L'argument central en faveur d'une lecture émancipatrice de Catherine Tramell, c'est vraiment la façon dont elle subvertit le stéréotype classique de la femme fatale héritée du film noir. Si on observe la décennie qui précède Basic Instinct, on voit une tendance punitive très claire envers les femmes indépendantes. Prenez le thriller érotique de référence des années 80, Liaison fatale, sorti en 87. Oui, avec Glenn Close et Michael Douglas, un classique du genre. Exactement. Le personnage d'Alex Forrest, joué par Glenn Close, est une femme célibataire avec une vraie carrière. Mais comment finit-elle ? Elle est présentée comme une hystérique, une déséquilibrée totale qui va jusqu'à faire bouillir le lapin de la famille. Et elle finit abattue dans une baignoire. Sa mort laisse la place à l'épouse traditionnelle, la figure maternelle immaculée qui restaure l'ordre patriarcal. Dans Basic Instinct, la dynamique est totalement renversée. Catherine Tramell n'est ni punie, ni détruite, ni soumise. Elle n'est pas punie narrativement, c'est vrai. Et elle est même intellectuellement supérieure à tous les hommes du film. Elle est diplômée en psychologie et en littérature de Berkeley. Elle est immensement riche. Et elle n'est jamais, au grand jamais, piégée par ses émotions. Elle contrôle de bout en bout le protagoniste masculin, le détective Nick Karen, joué là aussi par Michael Douglas d'ailleurs. Elle s'approprie sa propre sexualité comme une arme stratégique. En fait, elle n'est pas la victime du système policier, elle en est l'architecte de la destruction. C'est une lecture très séduisante de la surface du film. Mais j'aborde la question d'une manière assez différente. Il est absolument impératif de replacer ce film dans son véritable contexte sociopolitique. Est-ce que vous voyez comment la théorie du backlash, telle qu'elle a été popularisée par l'essayiste Suzanne Faludi en 1991, s'applique précisément ici ? Vous faites référence à ce mouvement de réaction conservatrice post-Reaganais. Exactement. Le contexte post-Reagan. Faludi explique très bien qu'après les grandes avancées du féminisme de la deuxième vague dans les années 70, l'Amérique a orchestré une vaste réaction idéologique, un vrai retour de bâton. L'institution hollywoodienne s'est mise à produire des fictions où la femme libre, celle qui est financièrement indépendante et qui refuse la maternité ou le mariage, est systématiquement dépeinte non pas comme un modèle de réussite, mais comme un monstre clinique. Et Catherine Tramell s'inscrit en plein cœur de cette idéologie. Vous considérez donc que son indépendance est utilisée contre elle par le scénarioé ? Complètement. Sa liberté n'est pas montrée comme désirable, elle est montrée comme sociopathique. Sa sexualité est présentée comme une menace mortelle. Le film réactive littéralement le mythe antique de la vagina dentata, cette angoisse archaïque d'une sexualité féminine dévorante et castratrice. Dans l'univers de Verhoeven et d'Esteras, si vous êtes une femme qui aime le sexe sans attache sentimentale, vous êtes fatalement la personne qui va enfoncer un pic à glace dans la poitrine d'un homme pendant l'acte. Et au-delà de l'histoire elle-même, le corps de l'actrice n'est qu'un spectacle objectifié pour le regard masculin, pensé exclusivement pour offrir un frisson pseudo-pornographique. Puisque vous parlez d'objectification du corps, je pense que cela nous mène directement à l'éléphant dans la pièce. Il faut qu'on s'arrête sur la scène la plus célèbre du film, et peut-être même de la décennie. Je parlais évidemment de la scène de l'interrogatoire. C'est là que nos interprétations divergent radicalement, je crois. Pour moi, c'est un moment de domination féminine absolument stupéfiant.
Catherine est assise, seule, face à un demi-cercle de policiers transpirants, agressifs et condescendants. Et d'un simple mouvement de jambes, elle inverse la dynamique de pouvoir. Elle paralyse littéralement l'autorité institutionnelle de toute la police de San Francisco. Je vois tout à fait la logique de votre argument sur le pouvoir exercé au sein même de la scène. Mais si on regarde la réalité de la fabrication de cette image, est-ce qu'on peut vraiment parler d'émancipation ? Vous parlez de domination féminine, mais l'histoire hors caméra révèle une nature prédatrice du côté de la réalisation qui contredit totalement cette prétendue agence féministe. Ouais, vous pensez au témoignage de Sharon Stone dans ses mémoires ? Absolument. Dans son livre paru il y a quelques années, les coulisses de cette séquence révèlent une dépossession effroyable. Paul Verhoeven l'a délibérément trompée sur le plateau. Il lui a demandé de retirer ses sous-vêtements sous un prétexte technique complètement absurde, en lui disant que le tissu blanc reflétait trop la lumière des projecteurs. Il lui a assuré formellement qu'on ne verrait rien à l'écran. Ce qui était manifestement un mensonge de sa part. Un mensonge pur et simple. Et le pire, c'est la façon dont elle l'a découvert. Elle n'a vu l'ampleur de cette exposition frontale que bien plus tard, lors d'une projection test. Imaginez la scène. Elle est entourée d'une salle pleine d'agents masculins, de producteurs, d'avocats. Elle découvre ça sur un écran géant. Sa réaction a été immédiate. Elle s'est levée en pleine projection, elle est allée dans la cabine, elle a giflé Paul Verhoeven au visage et elle a quitté les lieux pour appeler son avocat. Cela prouve de manière irréfutable que son corps lui a été confisqué. Le film traite la femme comme un objet de consommation visuelle qu'on peut manipuler par la ruse. Comment y voir de l'émancipation quand la base même de la scène est une agression ? Je comprends pourquoi vous pensez cela. Et la méthode initiale du réalisateur s'apparente indéniablement à un abus de confiance toxique. Mais laissez-moi vous offrir une perspective différente. Je crois qu'arrêter l'analyse ici efface la conclusion de cette histoire et c'est là que se trouve la véritable émancipation. Nier la puissance du résultat final, c'est nier le choix suprême qu'a fait Sharon Stone par la suite. Après cet incident houleux, elle a consulté son avocat, le célèbre Marty Singer. Qui lui a dit qu'elle pouvait faire interdire la scène, oui. Exactement. Il a été formel. Selon les règles de la Screen Actors Guild de l'époque, il était illégal de filmer sous la robe d'une actrice de cette manière, sans un consentement explicite par écrit pour ce niveau précis de nudité. Elle avait toutes les cartes en main. Elle avait le pouvoir juridique absolu de bloquer la sortie du film ou d'exiger une injonction pour que la scène soit coupée au montage. Verhoeven était acculé. Et face à ces options, qu'a-t-elle fait ? Elle a réfléchi et elle a pris la décision souveraine d'autoriser la scène. Parce qu'elle se sentait probablement prisonnière des enjeux économiques colossaux de la production. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle explique l'avoir fait parce qu'elle a compris, avec une lucidité artistique phénoménale, que cette scène était intrinsèquement la bonne pour le personnage de Catherine Tramell. Elle a refusé le statut de victime sur lequel l'industrie essayait de la figer. Elle s'est réappropriée cette agression conceptuelle pour la transmuter en pouvoir. Dans l'univers de l'histoire, Catherine paralyse l'institution patriarcale. Et dans la réalité de l'industrie hollywoodienne, Sharon Stone a utilisé cette image exacte pour cimenter son propre pouvoir et devenir une star intouchable. C'est le renversement ultime. C'est une façon fascinante de lire cet événement. Mais ne trouvez-vous pas que le simple fait qu'une femme doit faire face à ce type de choix illustre une coercition systémique évidente ? Pour que ces personnages de femmes fortes existent et deviennent cultes, il a fallu qu'une actrice subisse une tromperie humiliante sur un plateau. D'ailleurs, Verhoeven a toujours maintenu une version différente de cette histoire, affirmant que Stone savait très bien ce qu'elle faisait dès le premier jour de tournage. Cette guerre des mémoires illustre bien l'ambiguïté toxique autour de la nudité féminine au cinéma. C'est vrai que les versions divergent, ce qui ajoute à la complexité du mythe, je vous le concède. Tout à fait. Mais passons à un autre point de désaccord majeur entre nous qui est tout aussi fondamental à mon sens. La question de la bisexualité du personnage et son lien exclusif avec la violence extrême. Le portrait que dresse le film de la communauté LGBTQ+, est proprement accablant et contredit totalement cette idée de figure émancipatrice. C'est un point intéressant, bien que je le formulerai autrement. La bisexualité de Catherine est précisément l'outil narratif qui la rend indéchiffrable pour le patriarcat représenté par la police. Elle navigue entre les mondes avec une fluidité totale. C'est ce qui terrifie Nick Curran. Il représente l'autorité masculine hétérosexuelle classique, le flic viril mais perturbé, et il essaie désespérément de la dominer, de la mettre dans une case. Et en voulant la dompter, il devient lui-même la proie. Prenez la scène intime où elle attache les poignets de Nick Curran au montant du lit avec cette fameuse écharpe en soie blanche.
Elle instaure une dynamique sadomasochiste où elle subvertit la passivité féminine traditionnelle. Elle prend littéralement le dessus physique. Je vois bien l'idée de la fluidité comme arme, mais si on regarde le texte même du film, la lecture émancipatrice relève presque de l'aveuglement. La bisexualité dans Basic Instinct n'est en rien codée comme une identité libre. Elle est codée sans aucune subtilité comme une perversion mortifère. Rappelez-vous les protestations massives des associations de défense des droits civiques à San Francisco pendant le tournage. Les manifestations qui ont d'ailleurs beaucoup perturbé les prises de vue en extérieur, c'est vrai. Et le scénariste Joe Esterhaas a même confessé des années plus tard qu'il comprenait et adhérait spirituellement à ces critiques. Le film établit une association directe, presque mathématique, entre le lesbianisme ou la bisexualité et la psychose violente. Regardez l'entourage de Catherine. Roxy, sa jeune amante, est une meurtrière consumée par une jalousie déséquilibrée qui meurt dans un accident provoqué par sa propre rage. Hazel Dobkins, son amie plus âgée, est une tueuse multiple qui a exterminé sa propre famille. Elles sont toutes psychopathes. Il y a un motif évident en effet. Et l'arme du crime, 1. Ce fameux pic à glace qui ensanglante les draps de soie au début du film, c'est un symbole phallique d'une évidence écrasante. Ce que l'œuvre nous dit lourdement, c'est que la femme émancipée et bisexuelle cherche à s'emparer du phallus masculin pour l'utiliser comme une arme de destruction et de castration contre l'homme. La féminité de la fin du siècle est définie ici uniquement par son potentiel de destruction, pas par son humanité. L'analyse psychanalytique du pic à glace comme symbole phallique est tout à fait juste. Mais je crois que vous omettez les codes inhérents au genre dans lequel nous évoluons. Le thriller néo-noir et érotique repose structurellement sur la fusion de la sexualité et de la criminalité. C'est ce qu'on appelle la pulsion d'éros, la pulsion de vie et de désir qui s'entremêle inextricablement avec le thanatos, la pulsion de mort. L'esthétisation du crime, ici, n'est pas juste une pathologisation d'une minorité sexuelle. Le fait que la femme s'approprie délibérément un instrument de pénétration pour transpercer l'autorité patriarcale, en tuant ce riche propriétaire de club machiste ou potentiellement d'autres figures d'oppression, c'est une métaphore d'insoumission redoutable. Une insoumission qui passe obligatoirement par le meurtre sanglant tout de même? Dans le cadre d'un thriller, oui, c'est le langage du genre. Mais l'important, c'est que Catherine ne souffre d'aucune culpabilité. Elle échappe totalement au châtiment moral. C'est l'un des rares films de cette époque où la femme transgressive triomphe de bout en bout. À la fin du film, elle obtient exactement ce qu'elle veut, elle a manipulé tout le système judiciaire. Le plan final révèle le pic à glace caché sous le lit, montrant que le patriarcat n'a pas pu la stopper ni même la désarmer. Mais regardons le contexte de ce triomphe à l'écran par rapport à la réalité de l'industrie. Vous dites qu'elle triomphe du patriarcat diégétique, mais le film lui-même est une machinerie conçue par et pour un système masculin en pleine crise de la masculinité. Les figures masculines, Nick Curran en tête, sont en déroute morale. Et le système hollywoodien compensait cette angoisse par une marchandisation agressive de la sexualité des actrices. La sexualisation extrême de Catherine Tramell était le principal argument de vente du film, le fameux marketing hook que tous les critiques ont souligné. C'était indéniablement l'argument marketing majeur, oui. Et la brutalité de cette industrie allait bien au-delà de l'affiche du film. Rappelons une autre anecdote glaçante des mémoires de l'actrice. Un producteur de haut rang l'a poussée avec insistance à avoir de réelles relations sexuelles avec un autre acteur sur un tournage, sous prétexte que cela allait créer de l'alchimie à l'écran. Le film entier est construit sur cette marchandisation de l'intimité féminine, utilisée comme un remède pour des acteurs masculins défaillants ou comme un simple outil promotionnel cynique. Le contexte de l'industrie était d'une grande toxicité, c'est indéniable. Mais paradoxalement, je trouve que cette pression écrasante met encore plus en lumière le génie de l'interprétation de Sharon Stone et son contrôle de la dynamique, tant à l'écran qu'en coulisses. Face à l'injonction de créer une tension charnelle avec Michael Douglas, qui incarnait vraiment l'archétype de la star masculine dominante de l'époque, elle a refusé la docilité. Comment s'est-elle protégée de cette dynamique, selon vous ? Elle raconte dans plusieurs entretiens qu'elle a délibérément cultivé une distance glaciale. Elle ne le fréquentait pas du tout socialement entre les prises, elle l'observait de loin, instaurant un vrai climat de tension, de malaise et de provocation. C'est elle qui manipulait l'environnement émotionnel du plateau pour nourrir son personnage.
Cette construction d'une performance où c'est l'homme qui est constamment déstabilisé fait directement écho au film Sueur froide, le fameux Vertigo d'Alfred Hitchcock. La comparaison est très pertinente, d'autant que Verhoeven a tourné dans la même ville à San Francisco en multipliant les clins d'œil visuels. Exactement. Le tailleur gris strict, les trajets automobiles sinueux en boucle dans les collines de la ville, tout y est. Mais il y a une différence fondamentale. Chez Hitchcock, la femme interprétée par Kim Novak est prisonnière des délires morbides et de l'obsession de l'homme. Dans Basic Instinct, c'est Catherine Tremell qui orchestre méticuleusement le labyrinthe. C'est l'homme qui s'y perd et qui détruit sa propre vie, allant jusqu'à tuer par erreur sa collègue, la psychologue Bess Karner. Le renversement de l'archétype hitchcockien est total. C'est vrai que la référence à Vertigo est frappante et que l'inversion narrative est bien présente. Mais je dirais que cette inversion n'est qu'un trompe-l'œil. Oui, Nick Curran se désintègre mentalement. Oui, Catherine tire les ficelles et devient virtuellement invincible dans l'histoire. Toutefois, la perspective idéologique du film reste fondamentalement paranoïaque et masculine. Dans quel sens? Dans le sens où Catherine n'est triomphante que parce qu'elle incarne précisément le pire cauchemar de l'homme blanc conservateur de ces années-là. Elle est riche, instruite, impitoyable, et elle n'a besoin de l'homme que comme un objet d'amusement temporaire ou comme sujet d'étude pour ses romans policiers. Le film flatte les peurs profondes de la société en murmurant au public « Regardez le monstre que devient une femme quand on lui laisse trop de liberté, quand elle n'est plus bridée par le mariage ou la maternité ». La fin ouverte du film avec ce pic à glace sous le lit alors qu'ils viennent de faire l'amour, ce n'est pas une célébration de la victoire féminine, c'est une image qui laisse le spectateur masculin dans une anxiété résiduelle terrifiante. C'est la menace endormie tapie dans l'ombre, prête à frapper. Nous approchons de la fin de notre analyse et il me semble important de synthétiser ma position à la lumière de nos échanges. En dépit de l'emballage très sulfureux, propre au genre du thriller érotique des années 90, et malgré les pratiques souvent oppressives de l'industrie hollywoodienne que nous avons détaillées, je maintiens que le personnage de Catherine Tramell s'élève au rang d'icône d'émancipation. Elle demeure l'un des très rares personnages féminins majeurs de cette décennie à avoir méthodiquement démantelé toutes les figures d'autorité masculine de son univers. Elle déjoue la police, elle manipule le système psychiatrique avec une aisance déconcertante, elle se joue de ses amants, et fait rarissime pour ce type de cinéma, elle n'est jamais punie. Elle impose ses propres règles et assume son génie intellectuel autant que sa sexualité avec une impudeur totale. Et de mon point de vue, je persisterai à dire qu'il est impossible de dissocier ce personnage des conditions misogynes de son élaboration et de la période historique ouvertement réactionnaire qu'il a vu naître. L'autonomie affichée de Catherine Tramell est un leurre narratif enveloppé dans une objectification fétichiste. Le film reste un artefact fascinant des angoisses masculines de la fin du XXe siècle face à l'émergence des femmes véritablement indépendantes. Dans cette œuvre, le refus du conformisme matrimonial et la revendication d'une sexualité autonome sont lourdement pénalisés sur le plan symbolique. L'indépendance de la femme la transforme en monstre sociopathe et son corps est, in fine, réduit au rang d'objet de voyeurisme pour le spectateur. C'est un argument convaincant qui met en évidence une réalité sociologique incontestable du Hollywood de l'époque. Et je crois que cela souligne précisément pourquoi notre discussion d'aujourd'hui était si riche. Malgré nos divergences sur la fonction ultime du personnage, nous pouvons clairement observer un point de convergence. Nous reconnaissons tous les deux l'ambiguïté fondamentale qui réside au cœur de Basic Instinct. C'est une œuvre éminemment complexe qui chevauche perpétuellement la ligne très fine entre le triomphe subversif de son héroïne et l'exploitation crasse d'une esthétique de la peur masculine. Tout à fait. L'affirmation indéniable de l'agence de Sharon Stone en tant qu'actrice coexiste avec une structure narrative et visuelle très oppressante. Cette tension reflète parfaitement les contradictions de l'évolution des représentations de genre au cinéma. C'est d'ailleurs ce qui rend l'étude de ce film si inépuisable. L'œuvre refuse catégoriquement de se laisser enfermer dans une grille de lecture unique et simpliste. Et c'est sur cette réflexion autour de la complexité historique et conceptuelle de l'œuvre que nous allons clôturer notre échange. Nous invitons notre audience à se replonger dans le film avec ces deux perspectives en tête pour en apprécier toute la densité. Merci de nous avoir suivis.